Bonjour, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Heureux de vous retrouver en ce jour pour le partage hebdomadaire Rencontre-Échange. Nouveau numéro de cette émission qui se veut un cadre d'échange sur des thèmes d'actualité. Et bientôt un an, notre pays a été aussi infecté, touché, comme d'autres pays du monde, par le nouveau coronavirus Covid-19. Le premier cas a été détecté au Togo le 6 mars, justement, de l'année dernière. Le gouvernement togolais a pris des mesures pour faire la riposte comme à l'instar d'autres pays. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la vaccination et il semble que dans les prochains jours, les vaccins seront dans nos murs. Et pour en parler aujourd'hui, nous allons spécifier notre thème sur la gestion de cette crise en milieu scolaire en recevant un compatriote qui vient à l'étranger. Elvis Johnson est mon invité, il est à la tête d'administration en France, priorité, la question éducative. Monsieur Adjavon, Elvis, bonjour. Bonjour, monsieur Wilson. Je suis heureux de vous retrouver. Ah oui, après une bonne quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, je suis ravi. Sur mon plateau. Totalement. C'est ça. Je suis ravi vraiment de vous retrouver avec plaisir, avec grand plaisir. C'est un plaisir partagé. Chaque fois que vous êtes au pays, vous aimeriez partager vos expériences en matière de gestion des établissements scolaires, tel que vous le faites en France. Et donc, le thème qui nous réunit sur ce plateau ce matin, c'est bien la gestion de la crise du coronavirus dans les milieux scolaires. Question d'introduction, il y a pas mal d'idées reçues, des préjugés quand ce mal est apparu en Chine, il y a de cela déjà un peu plus d'un an. Alors, finalement, est-ce une fatalité? Qu'est-ce que c'est? Quelle idée, vous, en tant qu'Africain, vous en faites de cette crise sanitaire? C'est vrai, c'est une bonne question que vous posez, parce qu'on en a entendu de mûres et de vertes. Et il y a aussi les conspirationnistes qui nous disent que la Covid n'existerait pas. Et je disais simplement, en venant dans cette émission, si je peux en trouver 2 ou 3 comme ça, de les inviter en France et de les faire passer une semaine sans masque, sans gestes barrières, pour qu'ils se rendent compte vraiment que c'est une pandémie qui est réelle. C'est pas fantaisiste, c'est pas une utopie. Moi, je suis dedans, en plein dedans. Même ce matin, je lisais encore qu'il y a eu plus de 300 morts en France. Et ceux qui s'amusent à vilipender cette épidémie, à faire croire que ça n'existe pas, pour moi, je pense que c'est un geste même criminel. C'est cela. Parce que moi, j'ai vécu dedans. Donc vous ne croyez pas à la théorie du complot? J'ai été en contact. Je peux vous dire que ça existe et que si l'Afrique est épargnée, je pense qu'on en parlera plus tard. C'est pour des raisons qu'on est tous en train de chercher. C'est cela. Mais je ne crois pas vraiment que c'est une fantaisie et qu'il faut vraiment prendre ce problème au sérieux, très au sérieux. C'est ça. Oui. Alors, le virus, la dernière fois, l'OMS a envoyé une équipe, ses experts en Chine, toujours la recherche de l'origine, de ce qui a pu provoquer un tel mal. D'aucuns pensent que c'est une manipulation au laboratoire qui a dévié. Qu'en est-il exactement? Mais le problème, c'est que moi j'ai écrit dessus, au mois de mars, parce que j'étais déjà à Lomé au mois de mars dernier. Et je suis juste parti quand ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et quand je suis rentré, j'ai écrit dessus. Et je parle pour moi, je ne parle pas pour les chercheurs. Moi, j'étais parti sur la thèse d'une fuite d'un laboratoire. Évidemment, on a parlé du pangolin, on a parlé de transmission animale-homme. Et l'OMS qui vient de finir ses enquêtes aussi doute fort que ça soit une fuite de laboratoire. Mais vu l'ampleur de cette épidémie, moi, je suis sceptique. Ça, je le dis. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de manipulations dans les laboratoires qui se font régulièrement. Il y a le STRAS, on a connu le STRAS. Et pour moi, je me dis c'est encore une continuité de ces recherches en laboratoire. Et pour moi, c'est une fuite. Mais c'est moi, je ne suis pas un scientifique, mais c'est comme ça que je ressens la chose. Vu l'ampleur que ça prend, tous les pays du monde entier sont touchés. Et je me dis qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ce fameux laboratoire de Wuhan et qui a fait que, il y a eu une fuite. Bon, maintenant, chacun a sa thèse et moi, c'est la mienne. Comme on dit, c'est transmis par un pangolin. Là, je suis très sceptique sur le fait. Mais que ça soit quelque chose qui soit fait en laboratoire, qui a échappé. D'ailleurs, le premier qui a lancé l'alerte sur ce a été vite... est décédé très vite. Et on n'a pas... Et d'autres personnes qui ont cherché, aux États-Unis, qui ont cherché à aller dans le sens, évidemment, d'une fuite de laboratoire, ont été
ont été arrêtés. Et donc, pour moi, je suis toujours dans cette optique-là, que c'est une fuite de laboratoire que nous devons essayer maintenant d'endiguer. Une fuite de laboratoire qui n'a pas été faite exprès, en toute volonté, c'est ça? Voilà, parce que quand je parle de fuite, c'est ça, effectivement, c'est pas fait Il exprès. n'y a pas de volonté manifeste. Pour moi, non. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a la théorie de cette hypothèse de vouloir exterminer, de réduire la population mondiale. Oui, on a entendu de tout ça. Je pense que, vous savez, moi j'en discute souvent, hein, comme je suis dans le milieu scolaire, et les élèves qui sont souvent sur les réseaux sociaux nous ramènent des thèses pas plus possibles. Oui. Un élève un jour m'a dit que comme la population chinoise, évidemment, est exponentielle, et qu'ils cherchaient une manière de la réduire, évidemment, on a vu que la Covid s'attaque plus aux personnes âgées. Et donc, le but serait d'éliminer d'abord les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités. C'est ça. C'est-à-dire qui ont l'hypertension, et de créer, en fait, une société d'élite, une société de jeunes bien portants. Plus dynamique, sain d'esprit, sain de corps. Oui. Voilà. Et on a transposé cette thèse juste sur l'Afrique, en disant que cette maladie n'attaque pas trop l'Afrique, parce que l'Afrique, on a des jeunes bien portants, on a une jeunesse bien dynamique, et que cette jeunesse-là serait évidemment la jeunesse de demain. Voilà, c'est pour ça que l'Afrique, jusqu'à présent, serait épargnée. Vous voyez, il y a de ces thèses, si on veut en discuter aujourd'hui, on ne va jamais en finir. Non, moi, je pense que c'est, pour moi, hein, je le dis, parce qu'il faut toujours faire des choses prendre des choses avec les pincettes, je me dis, pour moi, je l'ai écrit, que c'est une fuite incontrôlée en laboratoire qui a provoquer ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Voilà. Sauf que la Chine n'a pas été ouverte, n'est-ce pas, aux experts de l'OMS pour pousser à fond, à bout l'enquête. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas compris non plus, c'est pourquoi attendre un an après pour y aller. C'est ça. Si moi j'ai envie de faire disparaître des preuves de quelque chose, c'est vite fait. Un an après, je pense qu'ils sont allés peut-être, pour faire un peu de la com et puis revenir, parce que quand il fallait y aller. Et d'ailleurs, on sait qu'ils ont été interdits d'entrer. Bien sûr. Sur le territoire chinois. Et finalement, mais comme tout s'est apaisé et que tout se passe bien, on les laisse entrer. Ils ont fait 2-3 semaines, plié bagage, on revient et puis on se dit, non, que c'est pas une fuite, c'est juste une transmission. Et ça, pas encore si c'est via le pangolin ou autre chose. Bon, on en saura plus tard. De toute façon, on saura d'où vient cette épidémie qui est en train de faire des ravages sur la planète entière. Rencontre Jean, nouveau numéro, nous parlons de la gestion de la crise scolaire. Elvis Ajavon est mon invité. Il est attaché à l'administration en France pour étudier les questions éducatives. C'est avec lui que nous échangeons sur la question. Nous sommes dans les préliminaires justement de ce débat parce qu'il y a tellement d'idées reçues avec cette crise. La Chine, les États-Unis, l'Europe durement touchée et l'Afrique relativement épargnée. Voilà. Alors, on cherche toujours les raisons. Oui. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que moi, je suis très curieux de nature. Et souvent, quand je vais voir mes médecins, je leur pose la question. Et je leur dis, mais comment se fait-il que l'Afrique semble épargnée? Je prends le cas du Togo. Je pense on parle d'une hécatombe, on avait prophétisé une hécatombe. À l'époque, tous les jours, le MS nous prédisait qu'on allait disparaître. Et que là, je prends le cas du Togo, on est 7-8 millions et il y a à peu près 80 décès. Alors, quand j'ai posé la question et que je me suis aussi un peu... j'ai cherché un peu dans les livres, paraît-il que le premier facteur, c'est le soleil. Le soleil africain, la chaleur, et en fait, le soleil, c'est source de la vitamine D. Et que c'est cette vitamine-là que les chercheurs viennent encore de prouver que c'est nécessaire pour qui combat, c'est pas qui fait en sorte que la Covid disparaisse, mais qui peut quand même renforcer le système immunitaire. Et même moi, d'ailleurs, étant africain, vous allez rire, mais j'ai trouvé que j'avais un déficit de vitamine D. Étant donné que là, en Europe, on est souvent cloîtré chez nous, on est dans des appartements au soleil, et même s'il y a le soleil, c'est 3 à 4 mois dans l'année. Et donc, il y a un déficit de soleil et un déficit de vitamine D. Et donc, on nous prescrit. Et actuellement, c'est le rush sur la vitamine D en Europe. Et donc, ça, on l'a gratuitement, par la grâce de Dieu. On l'a. Ça, il faut... Voilà. Et on nous envie ce soleil. C'est ça. Il y a aussi la jeunesse. Apparemment, on a une jeunesse très, très forte qui fait en sorte que cette jeunesse arrive à combattre cette épidémie. Et aussi... Oui, parce que tout est question de système immunitaire. Voilà. Oui. Et la troisième, c'est que au départ, il y avait une confusion entre la Covid-19 et le palu. Ah, d'accord. Oui. Et c'est pratiquement les mêmes symptômes. Jusqu'à un moment donné où on a
réussi à dégager la Covid. Or, nous, en Afrique, nous sommes, si on parle de palu, on peut dire que nous sommes les champions du monde. Et on se traite depuis longtemps. Nous avons, nos corps sont tellement, on a pris tellement de substances pour se traiter, que ce soit la pharmacopée ou que ce soit la chloroquine, par exemple, la nivaquine, on en prenait très très tôt. Oui, comme vous étiez déjà enfant. Voilà, enfant. On faisait une cure de voilà. Et c'est ce que des chercheurs ont sorti en disant que la population africaine est était déjà prédisposée à combattre cela, sans oublier que, évidemment, nous avons, comme je disais, nos pharmacopées. On est très doués en Afrique. Et on m'a dit, mais comment se fait-il qu'au Brésil, où il fait chaud, ou au Mexique, où il fait chaud, ils ont un taux de mortalité élevé. Et je leur dis, ben, eux, ils ne connaissent pas le palu. Le palu, c'est vraiment... Voilà, propre à l'Afrique. Propre à l'Afrique. Et nous gérons ça depuis tellement longtemps qui fait que la Covid est arrivée. Nous avons des jeunes qui sont qui sont costauds. Nous n'avons pas aussi une population vieillissante. Parce que la Covid, si vous regardez les statistiques, est en train de créer l'hécatombe chez les personnes âgées. Or, les statistiques le prouvent que l'Afrique est l'un des continents où il y a plus de jeunes. Et donc, on est touché, je peux dire... l'impact n'est pas si grand que ça, mais il ne faut pas, c'est ce qu'on a dit en début d'émission, croire que ça n'existe pas. Ça existe, mais on y échappe pour l'instant. Moi, je dis toujours pour l'instant, parce que... Avec le développement de nouveaux variants maintenant. Voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Parce que les variants, ils ont trouvé un variant sud-africain, il y a un variant anglais, et j'ai vu qu'ils ont hier je disais, brésilien, finlandais, etc. Donc, on ne sait jamais. Mais grâce à Dieu, on est prémunis pour l'instant. Mais avec les variants, qui, d'après les chercheurs, d'après mes lectures, au fait, c'est normal que la Covid, après, se dilue en variants. C'est un peu comme le rhume. Et que chaque année, on sera peut-être obligé de se faire vacciner, comme on le fait pour le rhume chaque année. C'est normal qu'un virus, après, se muter. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que ces variants qui sont en train de se créer épargneront l'Afrique jusque... Une interrogation. Voilà, parce que moi, je suis arrivé, j'ai vu des choses qui m'ont fait tourner, mon sang a fait un tour, et je me dis, mais Dieu est grand, parce qu'il y a des comportements que j'ai vus dans la rue. J'ai parcouru, pour préparer votre émission, je suis allé même jusqu'à l'intérieur du pays, je fais l'aller-retour. J'ai vu des choses. Justement, alors vous me permettez de faire une belle transition. Notre pays n'est pas épargné. Ainsi, Marseille, j'étais même en plateau ici en direct avec un infectiologue, le professeur Rioux. Alors, on en parlait lorsque le soir, le communiqué confirmait effectivement qu'il y a le premier cas. Le gouvernement a pris des mesures. Quel regard portez-vous sur cette mesure restrictive? Vous en parlez. Est-ce que ces mesures sont à la hauteur, n'est-ce pas, du drame qui s'est joué? Oui, qui s'est joué. Moi, j'ai félicité le Togo. Parce que je pense que, moi, j'étais ici en mars. 2020. Oui, en 2020. Au fait, je suis allé en février jusqu'à début mars. Et quand je suis parti d'ici, je suis tombé en plein dedans là-bas. Mais ici, on en parlait déjà. Et je pense que le Togo a été l'un des premiers pays ouest-africains à avoir pris des mesures dès le départ, notamment la fermeture des frontières. Oui. Et je peux vous dire que je peux vous en parler parce que, pour revenir... en été, ça a été très, très compliqué. Mais les mesures ont été adoptées. La sensibilisation, j'ai vu les spots publicitaires, les gestes barrières, etc. Les établissements étaient fermés très tôt. Les espaces scolaires. Oui. Voilà, j'ai vu que les frontières Bénin-Ghana fermées, et l'aviation, l'aéroport, tout. Le Togo a été l'un des premiers pays à avoir pris ce problème au sérieux. Et je pense que cela traduit exactement... plus tard, en fait, on a 81 morts, je crois, ce que j'ai vu hier. Les pays à côté en ont plus. Le Ghana à côté en a eu plus. La Côte d'Ivoire, etc. Et je pense, dans un premier temps, les gestes qui ont été, les restrictions qui ont été adoptées, pour moi, étaient les bonnes. Et ça Et respectées, suivies par la population? Malheureusement, c'est ce que je dis. Au fait... On a comme l'impression qu'il y a eu un relâchement. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que les gens écoutent un peu partout et ils se disent que l'épidémie baisse. C'est le cas. Mondialement, c'est en train de baisser. Mais il y a aussi, les gens se disent, bon, finalement, déjà, la première question de tout à l'heure, c'est que les gens n'y croyaient pas. Et du coup, comme il y a l'hécatombe dans certains pays et qu'au Togo, bien dans certains pays d'Afrique, il n'y en a pas, ils se disent,
finalement, on a eu raison. Et il y a, et je vais dans votre sens, il y a un relâchement. Il y a un relâchement terrible. Quand je vous dis que j'ai fait la route à 200 km dans le sens Palimé, tout ça, juste pour regarder, mais on est passé devant un établissement scolaire, je n'ai vu aucun élève avec un masque. On a même arrêté la voiture pour voir ce que c'est peut-être un moment où peut-être il fallait l'enlever pour... Aucun. Les professeurs étaient là, aucun. Et même à midi, les élèves qui sortaient, justement, on les voyait sur le marché, aucun. Donc on s'est dit que peut-être l'épidémie est qu'à Lomé. Parce que quand on sortait de Lomé, on est même allé dans un village pour vérifier, nous on était masqués, les gens nous regardaient bizarrement. Ils disaient, mais on était des extraterrestres. Donc, et d'ailleurs, j'ai écrit dessus en demandant aux autorités de remettre un coup là-dessus, sur la sensibilisation sur le port des masques, surtout les gestes barrières. Parce que là, il y a un relâchement. J'ai vu des mariages, j'ai vu des funérailles, j'ai vu des gens qui font la fête. Et je me dis, mais waouh, mais on aurait fait un quart de ça en France, ce serait l'hécatombe. Donc je pense il ne faut pas relâcher. Ce que le gouvernement ou les autorités ont mis en place a porté ses fruits. Il faut continuer et il faut appuyer sur la sensibilisation, surtout le port des masques, adopter les gestes barrières. Ça, j'y tiens beaucoup, surtout en milieu scolaire. On en parlera parce que il y a beaucoup à faire à ce sujet. C'est ça. Alors, justement, parlons en milieu scolaire. Vous savez, avec les enfants, les apprenants, ce n'est toujours pas aisé, n'est-ce pas, de les contenir dans des espaces fermés. Voilà. Dans la rue, on ne sait pas ce qui se passe. Le trajet est maison, école. Comment, à votre avis, quel schéma, donc, puisque vous avez fait le constat, qu'est-ce que vous pourriez proposer, parler des autorités, vous les inviter à redoubler encore la sensibilisation et au respect des mesures barrières? C'est exactement ça. En venant ici, je me dis qu'on ne peut pas transposer ce que nous faisons en France ici. Oui. Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité. Les établissements ne sont pas configurés de la même manière. Les salles de classe ne sont pas configurées pareil. Et même, c'est ça, j'avais même écrit à l'ancien ministre Acha, c'est ça, qui était là. De l'éducation, oui. L'éducation, le problème des bancs doubles. C'est ça. Voilà, le problème des bancs doubles, c'est quelque chose qui existe depuis qu'on était... Voilà, et on a gardé, et je n'ai jamais compris pourquoi il y a des bancs doubles. Dans pratiquement tous les pays maintenant, ce sont des bancs individuels. Et j'avais préconisé... Au fait, je disais que cette pandémie de la Covid-19, c'était l'occasion pour revoir tout le système et dire que voilà, on a quelque chose qui nous donne l'occasion de changer, de tout nettoyer, de regarder les choses différemment. Et ce que je vous dis, on ne peut pas... copier ce qui se fait en Europe sur le Togo, sur l'Afrique, c'est pas possible. Déjà, il fait tellement chaud dans nos salles de classe. Là-bas, nous avons quand même l'hiver, l'été, l'automne, ce que vous voulez. Bon, on arrive quand même, mais ici, on ne peut pas. Et le problème des bandes doubles, moi, je me suis posé la question comment on peut combattre ce virus en étant toujours assis à deux. Et même dans certains établissements, j'ai visité à Lomé, ils sont en primaire, ils sont en 5. Ils sont en 5. Et, c'est une parenthèse, je suis président d'une association Impact Togo et nous sommes actuellement en train de lancer une collecte de fonds en France pour pouvoir doter certains établissements de bancs afin d'éviter, en ces temps de pandémie, que les enfants, surtout les primaires, s'asseyent à 5 sur un banc. C'est pas pourtant, possible. le gouvernement avait instruit les établissements scolaires d'éviter. Oui, mais ils n'ont pas de banc. Malheureusement. Oui. Ils n'ont pas de banc. Et ça, beaucoup de mes collègues ont lancé les mêmes appels un peu partout, pratiquement, et sur les réseaux sociaux pour collecter des fonds. Et c'est l'appel que moi je lance aussi au nouveau ministre, monsieur comment il s'appelle encore Kokoroko, voilà, Kokoroko, en disant de revoir la dotation en banc. Sur les primaires. Les secondaires, ils arrivent à être à 2, ils sont des adultes, ils sont un peu, mais les primaires, à 5, c'est pas possible. Donc, il y a plein d'établissements qui m'ont dit quand je suis arrivé, qui sont en manque de bancs. Je suis même allé dans des établissements à Lomé même, où j'ai vu qu'il y avait des salles de classe où il n'y avait pratiquement pas de bancs. Et donc, il faut revoir la dotation en bancs pour pouvoir, par rapport à cette Covid, mettre au moins deux enfants dans les bancs. Déjà, c'est une petite distanciation, mais c'est déjà ça. Donc l'idéal serait des bancs individuels. C'est ce que j'ai préconisé. Pour chaque élève, voilà. C'est ça. Si les menuisiers arrivent à faire des bancs doubles, il suffit de couper un banc en deux, puis c'est tout. Et puis voilà.
Et puis on a aussi des salles de classe qui sont pas adaptées. On a un nombre pléthorique d'élèves, surtout les primaires. Hein. Oui, oui. On en avait limité à entre 30 pour le corps primaire. Là où j'ai été, ils étaient 60. Donc quand ils sont 60 par classe, la directrice a commencé à pleurer. Elle s'en sort plus. Et donc, Malgré le système de double flux, parce que oui, on en a vu. Ça aussi, c'est une bonne question. Le problème des doubles flux, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui le pratiquent. Et c'est là aussi où je dis souvent, quand on met quelque chose en place, il faut vérifier que ça fonctionne. C'est pas que des effets. Surtout l'accompagner, parce que n'est pas évident qu'on a toutes les conditions réunies sur le terrain. Voilà. C'est que les effets d'annonce, c'est bien. Mais quand on met ces choses en place, il faut une équipe, une commission, je ne sais pas, pour aller regarder, ne serait-ce que sélectionner quelques établissements, pas sur l'étendue du territoire, hein, et aller voir si les gens pratiquent. Voilà. Et il y a aussi, je l'avais dit, le problème des cantines. Oui. Voilà, parce que chez nous, la Covid, pour nous, Covid égale cantine. On s'est battu pour savoir comment faire en sorte que les gamins puissent manger. Mais c'est pas possible, mais on y arrive. Mais si on ne peut pas, parce que là-bas, ce sont des cantines. Chez nous sommes en récréation, les enfants vont auprès des bonnes femmes pour la bouffe. Oui. Voilà. Et donc, là-bas, c'est des cantines, c'est des vraies cantines, des réfectoires où il y a des sièges. Donc, on arrive à faire des distances, mais même pour servir des repas, on fait en sorte que les dames soient masquées, qu'il y ait une distance. C'est très compliqué. Mais ici, comme vous dites, moi, j'ai des enfants, on est obligé de leur faire à manger le matin et avec une gourde d'eau pour aller à l'école. Mais souvent, quand ils reviennent, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les trucs sont perdus, etc. Et ça, il faut utiliser cette pandémie pour remettre tout ça au point. Les cantines scolaires, j'en avais parlé quand vous m'avez reçu il y a plus de 20 ans. Déjà, je parlais des cantines scolaires. Oui. Il faut faire de vraies cantines scolaires, c'est-à-dire créer un emplacement avec des bancs, des tables, etc., avec des dames dédiées à la nourriture, mais des dames qui soient contrôlées, pas chacun qui sort de chez soi avec son mollo, son tout ça, et puis qui vient vendre aux enfants. Non, en ce temps de pandémie, on ne peut pas s'amuser à faire ça. Soit on interdit les cantines à l'école et les parents arrivent à faire manger les enfants à la maison. Ou bien emportent la nourriture, oui. Voilà. Et aussi peut-être, comme vous dites, les demi-journées. Ça aussi, je l'avais proposé. Ouais. Les demi-journées, il y a une partie qui vient le matin jusqu'à midi et une partie qui reprend à 13h jusqu'à 17h. Je ne sais pas. C'est ce qu'il est en train de faire dans ces établissements. Voilà, mais c'est pas. Et il y a les privés qui font des journées continues. Donc, en fait, c'est ce que je dis souvent, il y a toujours deux sons de cloche ici. C'est que les privés font à leur guise et les publics font à leur guise. Et donc, ce n'est pas du tout de cette manière qu'on va arriver à combattre cette pandémie. Mais le plus essentiel, ce sont les gestes barrières. J'ai vu qu'il y a des seaux d'eau, tout ça maintenant. Oui, des lave-mains. Des lave-mains, tout ça. Voilà. Mais les lave-mains, quand je suis allé dans l'établissement, il n'y avait rien. Ils n'ont pas de savon. En fait, il n'y avait que d'eau. Évidemment, quand les enfants arrivent, ils ouvrent, ils font le geste. C'est magnifique. Mais il n'y a pas le produit. C'est du savon. Donc, encore une fois, on m'a dit on n'est pas doté en savon. On n'a pas les moyens de s'acheter ce savon sur toute la durée. Période, oui. Voilà. Au départ, les établissements m'ont dit oui, ils ont eu les lave-mains, ils ont eu du savon, ils ont eu ceci, mais pour un certain temps. Maintenant, dans l'idéal, il faudrait aussi, je dis, mettre les parents à contribution. C'est ça. On peut dire aux parents, certains parents qui ont les moyens de doter leurs enfants. Les enfants, voilà, de lave-mains, les masques, ça, j'en reviens, malheureusement, c'est là où le bas blesse. Parce que l'usage, en fait, c'est pas porter un masque ou porter un masque. C'est déjà savoir le porter. Mais il n'y a pas que les enfants. Hein. Les adultes aussi. Les adultes, je vois des émigrants. Il y a des masques artisanaux qui sont faits maison. Est-ce que c'est aussi conseillé? Nous, ça vient d'être refusé en France, mais je ne sais pas si dans d'autres pays européens, mais en France, les masques en tissu confectionnés à la maison sont refusés. Bon, je ne sais pas, apparemment, ce n'est pas efficace contre les variants. C'est surtout l'histoire des variants. C'est ça. Ici, je vois bien évidemment que chacun se débrouille comme il peut. Et déjà, le fait de le faire, c'est encourageant. De dire, je vais porter quelque chose pour me protéger. C'est déjà encourageant. Maintenant, c'est savoir le porter. Et durant combien de temps?
Ah oui. Parce que j'ai vu des masques jetables dans des états, c'était porté pendant une semaine, quoi. C'est d'une saleté incroyable. Et je dis, bon, on ne porte pas des masques juste pour dire que l'État nous dit de porter des masques, mais il faut porter des masques, savoir que ce masque a une durée de 4 heures ou de 5 heures, et je change. Mais quand je dis ça, on revient aussi à l'histoire de moyens. C'est pas tout le monde qui a... Donc, ce n'est pas des masques à porter tout au long de la journée? Non, les masques en pharmacie, là. Voilà, en pharmacie, les masques chirurgicaux, comme ils l'appellent. Non, ils ont une durée de vie de 4 heures. Et maintenant, il y a des scientifiques... Ils ne sont pas lavables, parce que... Alors, il y a un débat là-dessus. Oui. Il y a un débat où il y a des scientifiques qui nous disent, même en France, ils disent qu'on peut les laver, les repasser, les garder dans une enveloppe pour un certain temps. Et après, on peut les reporter. Bon, il y a un autre débat qui dit non, parce que si c'est fait comme ça, c'est qu'au bout de 4 heures ou 5 heures maxi, on doit les jeter. Il y a certains qui nous disent qu'on peut les porter jusqu'au moment où, au fait, on sent que c'est humide. Humide, oui. Voilà. Du moment où c'est humide, on se dit que, bon, là, ça n'arrête plus rien, il faut les jeter. Mais je dis, tout ça, c'est un budget. Même en Europe, pour une famille, c'est un budget. Donc, imaginez-vous, dans nos pays africains... Une grande famille. Hein. Voilà, donc ils les portent, ils les reportent, ils les portent. Mais moi, c'est déjà le geste de les porter. Oui. Ça veut dire ils savent quand même qu'il y a un problème, mais il faut une sensibilisation plus forte pour leur dire, bon, vous les portez mal, les émigrants, ils les portent tous là. Bon, il y a aussi des gens qui ont des problèmes respiratoires et qui n'arrivent pas à les porter. Tout ça, il faut trouver une solution. Et puis, que je disais, c'est savoir les porter. D'accord. Alors, quand on parle de milieu scolaire, c'est aussi le personnel d'encadrement et le personnel enseignant. Oui. Alors, comment les gérer? Ben, moi-même, je fais partie des personnels d'encadrement. Oui. Nous avons 1300. Je travaille dans un établissement de 1300 élèves. Et le personnel encadrant et le personnel enseignant, nous sommes les premiers au front. Quand il y a eu le confinement, on était confinés depuis le mois de mars, mais même si les établissements étaient fermés, les élèves ont continué à avoir des cours, des cours à distance, etc. Nous avons travaillé. On allait au bureau, on travaillait, etc. Mais on avait une protection maximum. On avait chacun les plexiglas devant nous qui en sorte qu'on pouvait parler, etc. On avait droit aux masques. L'État nous donnait des masques, du gel, etc. Alors, c'est toujours ce que je dis, on ne peut pas transposer ça ici, parce que c'est le problème de moi. Ici, justement, pour ce personnel enseignant. C'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Les encadrants, les administratifs, tout ça, je pense que ce sont les premiers à vraiment mettre sous cloche pour qu'ils puissent, parce que s'il n'y a pas d'encadrant, il n'y a pas d'élèves. S'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves. Donc je pense qu'il faut quand même leur donner la possibilité quand même de se procurer, je dis encore, les masques, les gels, et les protéger au maximum dans les bureaux. Nous avons des bureaux, mais vous savez, nos bureaux, les choses, on ne peut pas les faire pareil. Parce que quand on est 2, 3, 4 dans un bureau, on ne peut pas protéger, isoler, comme quand on est tout seul dans un bureau. Moi, je suis tout seul dans un bureau. Donc, je peux ne pas porter le masque et je place... Il y a aussi ce débat, hein, alors, est-ce que quand on est seul dans son véhicule, quand on est seul dans son bureau, on peut se permettre d'enlever les masques? Le problème, c'est que moi, on était dans le véhicule et moi, je me suis fait arrêter. Et j'ai dit aux policiers, excusez-moi, pourquoi vous m'arrêtez? Si je suis tout seul, je contamine qui? Vous savez, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Et donc, on a eu un petit débat et j'ai essayé de le... Et finalement, il a compris. Donc, dans la pratique, quand on est seul... Mais si vous êtes seul, je ne vois pas pourquoi porter un masque, du moment où vous êtes dans votre véhicule. S'il y a quelqu'un à côté de vous, s'il y a quelqu'un derrière, ça, c'est obligatoire. Oui. Quand nous sommes dans nos bureaux, là-bas, on enlève le masque. Mais si quelqu'un rentre, la personne doit porter son masque. Et, par exemple, des gens qui ont des comorbidités, évidemment, ils portent le masque à tout instant de la journée. Mais si vous êtes tout seul, vous n'avez personne autour, je ne vois pas vraiment pourquoi vous êtes dans votre véhicule tout seul, parce que vous n'avez pas le masque. Mais si vous avez des passagers, oui, l'intégrité des gens que vous avez dans vos voitures est en cause. Mais quand vous avez décidé de parler de la gestion des Covid dans les milieux scolaires, la première chose, je me suis dit, mais on ne peut pas transposer ce qui se fait en Europe ici.
parce qu'il y a tellement de particularités en Afrique que les autorités se débrouillent comme ils peuvent. Et on a cette chance que l'épidémie ne frappe pas comme elle frappe ailleurs. Et ce qu'on peut toujours dire, je dis, sont les gestes barrières. Si on adopte vraiment les lavages des mains, la distanciation, le port du masque, je pense que déjà, on a fait un grand pas. Pour les enseignants, en fait, il y a une stratégie qu'on a mis en place moi, dans mon établissement. En fait, ça consiste que ce n'est plus les élèves qui bougent de classe en classe, c'est plutôt les professeurs. Donc, du coup, il y a moins de contact entre les élèves. Donc, les professeurs, quand il y a, par exemple, fait un cours de maths, je sais pas, en salle 4, et puis après, vous devez en salle 5, c'est plus les élèves qui changent de salle. Ah, d'accord. Avant, c'était ça. Avant, c'était toujours toute la semaine, tous les jours, on change de classe parce que les classes sont par rapport à la discipline SVT, par exemple, on a une classe de labo, tout ça. Donc, on doit changer. Si vous faites français, après, pour faire SVT, il faut aller dans une classe où on peut faire manipulation. Et donc, le gouvernement et l'éducation nationale a décidé que dorénavant, ce seraient les profs qui se déplacent. Comme chez nous. Voilà. Ici, c'est le prof qui va dans les classes. On faisait. Et puis aussi, à la récré, on fait en sorte que la récré aussi se fait en coupure. Au fait, il n'y a pas de brassage. C'est ça. En fait, c'est le brassage qui pose problème. Quand les élèves se rencontrent, qu'ils sont ensemble, etc., la contamination est très élevée dans le milieu scolaire chez nous. Ici, je ne sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de chiffres sur les contaminations réelles en milieu scolaire. Chez les collégiens, les lycéens et chez les primaires, je n'ai rien trouvé. Donc, il y a eu une établissement qui a fermé à Sokodé la semaine dernière. Parce qu'il y a eu 22 cas ont été détectés. Et le lycée français. Oui. Et ça m'a paru bizarre, mais ça aussi, je me pose des questions. Comment a eu lieu la contamination du lycée français? Bon, je ne sais pas. C'est peut-être des parents qui sont entrés. C'est ça. Qui sont entrés, mais l'essentiel, c'est qu'on a réussi à fermer ces établissements et à isoler les élèves. Et j'espère qu'il n'y a pas eu, entre-temps, des cas contacts. Et que, vu les chiffres, on a l'impression que nous sommes en train de bien circonscrire l'épidémie. Et je dis, je félicite les autorités si ça marche. Et avec les vaccins, notre paire de manches. J'en entends toujours sur ces vaccinations, c'est pas possible. Oui. Alors, donc, les antivax, comme vous les appelez là-bas, ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Et nous, on se prépare à cela. Quelle conduite tenir? Non, c'est un problème très, très difficile à cerner. Au départ, il y avait juste un petit nombre de Français qui étaient pour la vaccination. Là, tout dernièrement, on est à 50-50. Moi, j'ai vu que l'État a mis beaucoup de moyens sur la sensibilisation. Pour leur dire, parce qu'au fait, les anti-vaccins, c'est parce qu'il y a des doutes. C'est ça. Ils savent pas ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a eu une sensibilisation de telle sorte que on était à 47%, là, il y a une parité de 50-50 qui sont d'accord. Et ça, depuis que je suis parti, je pense qu'il y a plus d'adeptes de la vaccination que de... Les gens qui sont réticents. Mais moi, je comprends. Dans toute chose, c'est comme ça. Toute chose dans la vie, c'est comme ça. C'est pas c'est aussi la rapidité avec laquelle on a découvert. Ça aussi, on a fait un débat dessus et les gens ont posé la question pourquoi on n'a pas trouvé le vaccin pour le palu, pour le sida, etc. Et on a vite trouvé. On a vite fait pour Covid. Alors, les chercheurs nous ont expliqué en disant qu'ils ont mis le paquet là-dessus. En fait, c'est des milliards et des milliards de dollars, d'euros, tout ce que vous voulez, qui ont été investis sur ces pandémies. Pour les autres, les gouvernements n'ont pas aussi investi. Et puis, il se trouve que le vaccin de biotech avec l'ARN, en fait, on peut développer ça contre la Covid, mais pas contre le sida. Et quand ils ont expliqué, c'est normal, parce que cette pandémie est arrivée tellement brutalement que des économies ont été impactées, des vies ont été impactées. Nous sommes... moi, quand je dis qu'on est encore au mois de février, on a encore 327 morts hier en France, donc ça fait déjà plus d'un an, on est encore à ce seuil très élevé, c'est que ce n'est pas encore terminé. Et il y a un chercheur qui disait il y a quelques jours qu'on ne va pas terminer avec cette épidémie avant 2022.
Donc, quand vous entendez des choses comme ça, et de l'autre côté, on parle des vaccins en disant, OK, les vaccins vont nous aider à estomper un peu la pandémie. Bon, les gens sont perplexes, mais je suis d'accord. Mais parce que moi, pour nous, les Africains, quand les gens sont arrivés, on m'a dit... moi, j'ai été le premier à leur dire que j'ai suivi l'émission de la Première ministre que vous avez brillamment représentée, qui disait que le vaccin allait arriver dans quelques semaines. Et là, tout récemment, j'ai appris que peut-être cette semaine, la semaine prochaine, on allait avoir le vaccin Zeneca, je crois, c'est ça? Oui, AstraZeneca. AstraZeneca. Bon, les gens m'ont dit, mais pourquoi vacciner? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que 81 morts, il n'y a rien, et pourquoi on va vacciner? Je les comprends, mais je me dis, depuis notre naissance, on n'a fait que se faire vacciner. On a fait des vaccins pas possibles. On a fait la polio, on a fait, moi je sais pas, de la rougeole, tout ce qu'on a, tuberculose, tout ce qu'on nous a mis. Là, moi j'ai encore des empreintes et personne n'a cherché à savoir ce qu'il y avait dedans. L'essentiel, c'est la santé. L'essentiel, c'est que ça a joué le rôle. Actuellement, je crois que la polio est complètement anéantie en Afrique, la tuberculose aussi. L'Ebola refait surface, mais ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais l'Ebola, ils arrivent à contenir avec des vaccins. Donc, pourquoi le problème de la Covid, la vaccination pose problème? Et d'autant plus que les chercheurs l'ont dit, et je lis beaucoup là-dessus, on n'est pas obligé de vacciner toute la population. Il faut comment on appelle ça? Il faut un pourcentage. C'est ça. On parle justement de 60%. Voilà, pour avoir l'immunité. Israël l'a fait. Oui. Et ils ont été tellement rapides en Israël que maintenant, ils sont en train de restreindre les contaminations. Et aussi, comme ils ont fait dans certains pays, aux États-Unis ou en France ou ailleurs, il faut que les autorités peut-être donnent le là. Exemple, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que si la Première ministre se faisait vacciner, ou même le président, ou ceux qui sont chargés. Comme on l'a fait. Voilà, comme ils l'ont fait. Voilà. Mais, vous savez, on a des choses en Afrique. Les réalités africaines ne sont pas comme les réalités en Europe. On vous met quelque chose ici, peut-être que vous souffrez de quelque chose avant, et que c'est le fait de vous avoir vacciné qui fait que vous tombez dans les jeux, pas quoi. Il y a des cas avérés bien sûr, d'effets pervers et avec des morts qui ont suivi, publiés par des éminents. Il faut sensibiliser. Le mot, c'est sensibilisation. Il faut que les autorités, que le gouvernement, ils arrivent à sensibiliser la population sur le bienfait de la vaccination. Moi, je pars d'ici la semaine prochaine, parce que là, je vais rentrer dans la catégorie des vaccinables. Donc, je vais me faire vacciner. C'est obligatoire. Et je ferai les 2 vaccins. Est-ce que l'on crée c'est cette carte vaccinale maintenant qui va décider des voyages? Mais moi, je suis pour. Je suis totalement pour. Je pense qu'il faut une carte vaccinale. Ce n'est pas une restriction des libertés individuelles? S'il faut en arriver là, je suis totalement pour. Parce que je me dis, c'est au fait une façon aussi pour contraindre les gens qui voyagent. Parce que le passeport vaccinal, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui voyage. Mais pour les grands voyageurs, les gens qui voyagent souvent et qui vont de pays en pays, pour éviter la contamination, il faut, et aussi nous épargner aussi nous les frais à l'aéroport quand on arrive de 40 000 francs aller, 40 000 francs retour. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, pour les vaccins, AstraZeneca prouvait que ce vaccin ne marche pas pour les plus de 65 ans. C'est ça, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Voilà. Ils ont dû arrêter. Et on l'utilise en France pour les moins de 65. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les autorités africaines, les pays qui ont... Donc c'est avéré, c'est voilà. bien prouvé, c'est ça. Parce que pour les 65 ans, je pense que la protection est juste à 22%, c'est pas beaucoup, d'accord? Mais non, je pense qu'on va acquérir d'autres vaccins. Et je trouve que c'est une bonne stratégie. Actuellement, c'est une dizaine de vaccins qui est sur le marché. Oui. Moi les 3 c'est Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Et il y a aussi Sputnik. Des Russes. Oui. Et il y a Johnson Johnson aussi pour les Américains. Comme ils sont bien nationalistes, ils se piquent entre eux avec du Johnson Johnson. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et donc la stratégie, je pense que si on prend du Zeneca pour vacciner d'abord les soignants,
Les enseignants, surtout les enseignants, ben, les forces de l'ordre, il ne faut pas les oublier. Ah oui. Ils sont souvent au contact de la population, il ne faut Tout à pas fait. les oublier. Et si on prend ça pour vacciner tous ceux qui sont en moins de 65, je pense que c'est une bonne stratégie. Maintenant, si on prend Moderna ou Sputnik ou pour vacciner les aînés, les âgés, je pense que cette stratégie n'est pas plus mal. Parce que ça démontrera quel est le vaccin qui marche le plus. Mais je pense que le Togo ne peut pas se démarquer des autres. Les Togolais ne peuvent pas dire non, on ne se fait pas vacciner. Non. Le Sénégal a déjà commencé. Comme d'habitude, ils sont toujours devant. Ils font toujours les choses. Voilà. Donc il faut qu'on se fasse vacciner. Moi, si je devais rester plus longtemps ici, pendant la période de vaccination, je l'aurais fait. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut que les autorités donnent... Garantir l'assurance. Voilà l'exemple. Biden l'a fait, Kamala l'a fait, d'autres personnes l'ont fait. Il faut aussi qu'un ministre ou deux ou trois, ou voire même le chef de l'État, donne l'exemple en se faisant un petit vaccin. Et puis la population suivra normalement. Et comme on vient de dire, ce n'est pas la totalité. On n'a pas besoin de 100% des Togolais vaccinés pour avoir l'immunité. Donc si on a 60%, on s'en sortira pas plus mal. Très bien, monsieur. Merci, monsieur Elvis Ajavon, pour ces détails sur... finalement, on est allé dans tous les coins. Ah oui, on a vraiment... soit du milieu scolaire, on revient encore là-dessus. Alors, justement, comment cette progression peut se faire en milieu scolaire? Vous avez parlé des enseignants en priorité. Ah oui, en priorité. Oui. Il faut vacciner les enseignants. C'est eux qui côtoient plus nos enfants. Il faut qu'ils se vaccinent. J'irais même à l'imposer, mais on n'aime pas qu'on impose des choses. Mais moi, j'irais même à imposer la vaccination aux enseignants. Ils côtoient trop les enfants. Et en Afrique, on sait que la proximité est vraiment... d'où même tous ces problèmes de distanciation. Moi, quand je suis arrivé, beaucoup de gens ont tenté de me serrer les mains. Et voilà, je l'ai dit. C'est chaleureux. Voilà, c'est l'Afrique. On a ça dans le sang, on peut pas. Et c'est ça qui nous fait mal, au fait. Cette maladie, même si ça ne nous touche pas, voilà, la chaleur humaine, ça manque. Ça manque vraiment. Donc, les enseignants, les corps habillés. Oui. Au fait, voilà, tous ceux qui ont des contacts, ça, il faut que ce soit la priorité du gouvernement. Et l'organisation des examens dans ces conditions? Oh là là, ça... On en a déjà fait l'expérience l'année dernière, en organisant les examens. L'année dernière, nous aussi, nous serons en saison d'examen. J'ai écrit au ministre sortant pour lui indiquer quelques pistes. Des choses qu'il fallait faire, des examens qu'il fallait plus faire et attendre de les faire plus tard. Bon, malheureusement, j'ai vu que ça s'est fait, et, bon, comme d'habitude, avec des taux de réussite très élevés. Bon, moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais j'étais pas pour qu'on fasse passer les élèves, d'autant plus que certains sont restés tellement longtemps à la maison. Et puis après, brutalement, on les a poussés pour passer le BPC, le bac, le concours entrée en 6e, tout ça. Et j'ai vu les résultats très élevés, même plus élevés qu'en temps ordinaire. Donc, bon, si ça s'est bien passé, tant mieux. Mais je pense qu'il faudrait plus recommencer de telles choses si les conditions ne sont pas réunies. Je pense que ça va aller, parce que ça fait 1 an déjà, et je dis, on n'est qu'à 81 décès. Et je pense que ça va s'adoucir au fur et à mesure, et qu'on va pouvoir faire passer les épreuves de la fin de l'année. Mais il faut mettre les élèves dans de bonnes conditions. Il faut mettre les élèves dans de bonnes conditions. Et comme je disais tout à l'heure, cette pandémie nous offre l'occasion de revoir les choses et d'attaquer de plein fouet le numérique. Absolument. Dans nos établissements scolaires, c'est ce qui nous a fait défaut. Quand les élèves étaient à la maison l'année dernière, quand je suis arrivé, quand j'ai écrit, je lui ai dit, mais malheureusement, on ne peut pas donner des cours à distance. Et on est vraiment en retard dans ce domaine-là. Et ce que j'avais proposé, c'est d'utiliser les radios qu'on a, les radios non-FM, tout ça, pour... Voilà. Mais on m'a dit, c'est pas dans tous les coins de Lomé, du Togo, où on peut capter. Mais j'ai dit, malheureusement, on ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Mais dans un premier temps, essayons quand même de toucher ces enfants-là, dont les parents ont la possibilité d'avoir une radio, peut-être une télé. Et j'ai vu que ça a été fait.
J'ai vu qu'ils ont passé des cours sur certaines chaînes, et puis voilà. Mais maintenant, c'est le numérique. Il faut vraiment qu'on arrive à doter nos élèves. C'est une question de moyens, mais on peut le faire. Mais c'est aussi au niveau Internet. C'est un débat, mais le numérique, pour moi, et d'ailleurs, en juillet, mon association, nous allons essayer de faire une sensibilisation à l'intérieur du pays, au niveau des écoles, pour parler du numérique dans les établissements scolaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé un appel de fonds pour nous aider, pour qu'on puisse aller dans plusieurs établissements et leur faire savoir ce que c'est que le numérique. Par exemple, juste quelques minutes, pendant le confinement ou avant le confinement, on a distribué des tablettes numériques aux élèves du secondaire, pas les primaires, s'ils sont encore trop petits. Et dans mon établissement que je gère, de 1300 élèves, l'établissement est doté de Wi-Fi. L'enceinte, si vous rentrez, ils peuvent se connecter à la tablette. Quand ils sont à l'écrit, par exemple, ils sortent leur tablette, ou bien ils mangent un truc, ils sortent et ils peuvent consulter les leçons. Les livres sont numérisés dessus. Donc, pas besoin d'avoir 4, 5, 6, 7 livres dans un cartable. C'est numérisé dessus. Et donc, ils peuvent le faire. Mais ne me dites, ah oui, mais ils ont une tablette, ils vont pouvoir contourner pour aller sur Facebook. Non. Il y a des paravents qui fait que le Wi-Fi qui est installé là, c'est un Wi-Fi éducatif. Pédagogique. Vous ne pouvez que vous servir le site. Voilà. Et maintenant, si vous allez à la maison, ça c'est les parents, on peut mettre des codes, comment on dit ça encore, des codes d'accès que les parents peuvent bloquer. Donc, vous allez à la maison, j'ai une tablette, je vais aller sur YouTube, etc. Non. Il suffit simplement que les parents mettent les codes d'accès, voilà. Et ça a vraiment aidé beaucoup d'élèves pendant le confinement à continuer les cours. Évidemment, ça a un peu, c'est ce que je dis, déséquilibré ceux qui n'ont pas. Parce que tout le monde n'a pas d'accès Wi-Fi en Europe, mais ne croyez pas. Hein. Ah, d'accord. Il y a des endroits où il n'y a pas de Wi-Fi. On n'a pas d'accès Wi-Fi. Ça existe. C'est ça. Ne soyez pas dupes. Ça existe. Donc ici, quand on crie qu'on n'a pas d'Internet, etc., mais ceux qui nous ont fait découvrir Internet, il y a des régions, des coins où il n'y a pas de Wi-Fi non plus. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus, profiter de cette pandémie-là pour attaquer le numérique. Lasser Internet, attaquer le numérique et faire en sorte que parce que ça, on aura d'autres, là, les scientifiques le disent, hein, Covid-19, c'est pas fini. Ça va passer. On en aura d'autres. Là, c'est fini, c'est la porte ouverte à d'autres, voilà. Donc, préparons-nous. Maintenant, on sait faire. Je pense qu'il y a l'ARCEP qui vient d'être bien en place avec le numérique. Je pense que ça aussi, je félicite le gouvernement pour cette institution. C'est très bien. Je suis ce qu'ils font. Et il faut mettre l'impasse sur le numérique. Et je pense qu'on va finalement arriver à équilibrer les choses au niveau des enfants, ceux qui sont démunis et ceux qui ont les moyens. D'accord. Bien, merci. Rencontre et échange. Cette émission tire à sa fin. Mais on va parler maintenant de l'éducation, du système éducatif en général. Vous avez eu le temps d'observer ce qui se passe chez nous, la nouvelle organisation de ce ministère, avec le nouveau ministre. Est-ce que vous trouvez que les conditions et les critères sont toujours remplis pour l'éducation de qualité, répondant aux normes du marché de l'emploi? Ça revient au débat qu'on a eu il y a 20 ans, non? C'est ça. Je vous ai présenté ce que j'ai écrit sur le système éducatif. Au fait, on s'est servi de ça pour discuter longuement. Oui. Et 20 ans plus tard, je pense que vous me reposez la même question. Et donc, je peux vous dire que, je l'ai dit, j'avais opté et j'avais préconisé les États généraux de l'éducation nationale. Ça, je l'ai dit, je l'aurais dit, je l'ai écrit plus de 20 000 fois. Comme on a eu dans le passé, qu'on appelle ça, la conférence nationale, je me suis dit, mais ça s'est fait dans d'autres pays, les États généraux, hein, c'est pas que... Je me suis dit, la seule manière de remettre le tout dans un panier et de tout secouer et puis prendre la quintessence, c'est de faire les États généraux de l'éducation nationale. C'est pas de la mer à boire. Et à partir de ces États-là, on pourra
définir, par rapport à la question que vous venez de me poser, quel enseignement pour nos élèves et aussi la partie des enseignants. Je lis, depuis que je suis arrivé ici, des sanctions au niveau des enseignants, certains qui sont privés de salaire, ce sont des pères de famille. Ça me trouble un peu. On peut sanctionner, je suis pour des sanctions, mais il faut savoir quelles sanctions et envers qui. Je dis, les enseignants, ce sont ceux qui donnent la connaissance. Au fait, nos enfants sont avec eux peut-être plus que nous à la maison. À la maison, oui. Et l'anecdote que je dis souvent, c'est comme une domestique qu'on a chez nous, qui s'occupe de nos enfants. Certaines font manger à nos enfants, ou même des fois, quand la femme n'est pas là, ou quand la mère n'est pas là, au mari. Et on passe le temps, dès que cette domestique fait quelque chose, à lui crier dessus, des fois même à lui taper dessus, à l'appeler de tous les noms. Mais le lendemain, on prend nos véhicules, on s'en va travailler et on laisse nos enfants avec cette personne. Qui va payer les pots cassés? C'est l'enfant. Ou c'est peut-être le repas qu'elle aura préparé aux enfants, bien la famille. On ne sait pas les risques qu'on encourt. Et je fais le même avec les enseignants. Ceux qui sont là pour donner l'instruction, on doit les cajoler. On doit franchement les cajoler. Mais s'ils ont fait des choses qui sont sanctionnables, mais qu'on les sanctionne, mais pas des degrés aussi élevés, c'est-à-dire enlever le salaire. Ceux qui sont des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont un loyer à payer. On peut sanctionner autrement. On peut blâmer, faites un blâme 1, blâme 2, blâme 3. Et si ça ne suffit pas, là, vous allez au fond. Mais là, je lisais les sanctions, je dis, mais pourquoi on en est arrivé là? Il y a aussi au niveau des enseignants. Depuis qu'on se connaît, que je vous parle du système éducatif, on a l'impression qu'on n'arrive jamais au bout des problèmes des enseignants. Ou bien quand on arrive au bout, il y a autre chose qui se rajoute. L'histoire des syndicats, un syndicat qui a été créé clandestinement et que les autorités n'étaient pas au courant et que le président a été arrêté, etc., etc. Tout ça, pour moi, c'est des malentendus. Il faut juste s'asseoir. On peut régler autrement. Mais dialoguer, toujours le dialogue. Toujours le dialogue entre les représentants des enseignants, le ministre de tutelle, etc. Il y a 20 ans, je vous disais que le Togo est l'un des seuls pays où on a... Et quand je dis les gens ne me comprennent pas, on n'a pas un vrai ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. On l'avait quand on était plus jeune. Mais là, on n'a pas de ministère de l'Éducation nationale. On a des entités, des branches, enseignement secondaire et enseignement primaire, élémentaire, tout ça, enseignement technique, etc. On a des branches, mais on n'a pas la maison mère. Je l'ai toujours dit. Et quand je dis ça, les gens disent, mais non, on a un ministère de l'Éducation nationale. Je dis non, on n'a pas la maison mère, c'est-à-dire une entité qui chapeaute toutes ces structures. Voilà. Et quand ça ne va pas, la décision finale revient c'est pyramidal, hein, il ne faut même pas aller chercher loin. Donc, il y a ça se croise un peu partout. Je pense qu'il y a des gens qui sont au-dessus de leurs prérogatives. Il y a des gens qui se mêlent des problèmes des enseignants qui, normalement, devaient revenir peut-être au ministre de l'enseignement primaire ou secondaire, par rapport à la partie qui est concernée. Le ministre de la fonction publique, pour moi, c'est pas l'autorité. La fonction publique, peut-être qu'il fait des concours pour recruter, mais après, on vous met à la disposition de plusieurs ministères. Donc, il faut que chacun reste dans ses prérogatives et laisse les ministres de tutelle gérer. Je le dis et je le répète, et je le dis encore aujourd'hui, il faudrait créer un vrai ministère de l'Éducation nationale, que ce soit sous le contrôle de la Première ministre ou du chef de l'État, peu importe, mais dans tous les pays où moi j'ai été, il y a eu toujours un ministère de l'Éducation nationale. Et il faut le créer, il faut le mettre en place. Et vous verrez que les problèmes vont commencer à se résoudre progressivement. D'accord. Mais
la Covid, encore une fois, nous apprend qu'il faut refonder tout ça. Bien, merci. Alors, peut-être un dernier mot pour clôturer cette émission. C'est que Il y a ce grand débat sur le bac, sa suppression ou son maintien oui. En France. Ça Oui, fait oui. plus de 200 ans que cet examen a été Ouais, créé. ouais. Et alors, donc, très rapidement là-dessus, vous êtes pour ou bien Non, pour son maintien? je suis pour son maintien. C'est ça. Mais on doit toiletter, on ne doit plus garder nos séries qu'on avait passées il y a, je sais pas, A1, A2, A3, A4, tout ça. C'est fini, il faut toiletter, il faut refaire d'autres, un autre programme pour le bac. Mais en aucun moment, il faut que la classe de terminale soit sanctionnée par un diplôme pour évaluer la compétence de l'élève avant de le lâcher au niveau supérieur. Je suis par contre pour la suppression du probatoire. Oui, puisque nous sommes les seuls à garder pratiquement dans la sous-région. Et je milite pour, si le ministre m'entend, le probatoire n'a pas lieu d'être parce que ce n'est pas un diplôme qui ouvre le droit au marché du travail. Personne ne vous demande quand vous allez chercher un travail, est-ce que vous avez le probatoire? On vous demande est-ce que vous avez le bac, vous avez le brevet. Et aussi pour vous dire que quand on passe en classe de CM2, on fait l'entrée en sixième. Le brevet, le probatoire et le bac, on est les seuls pays à faire passer 4 examens à nos élèves avant d'atteindre l'université. Et le cerveau ne suit pas. C'est ça. Bien, merci. Un dernier conseil, un dernier mot simplement, j'encourage les autorités à doubler d'efforts contre la Covid et continuer ce qu'ils font et faire une sensibilisation accrue sur les gestes barrières et que la population aussi arrête de croire que la Covid n'existe pas. C'est ça. La Covid est bel et bien réelle. Bien, merci à Louis Sajavon pour ce temps passé en studio. On a fait le tour de ces questions et notamment de la gestion de cette crise en milieu scolaire. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette réflexion. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres échanges avec d'autres invités et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Super, j'adore ça.